Les choses visibles sont éphémères, les choses invisibles sont éternelles. J'observe depuis longtemps les services de nettoyage enlever les graffitis. Les graffitis qui sont arrivés sur les murs de Paris, etc. Donc l'apparition des graffitis, Paris qui a été saturé de graffitis et la disparition des graffitis, c'était aussi intéressant. Les deux phénomènes, je les ai trouvés vraiment très intéressants. Un jour, je me suis procuré le planning des services de nettoyage de la ville de Fontenay. J'ai choisi un endroit qui était très tagué et j'y suis allé avec deux bombes. Une bombe de peinture noire dans une main, une bombe de peinture invisible dans l'autre. Et j'ai fait deux graffitis en fait. En fait, j'avais détourné une déclaration de Saint-Paul. J'ai bombé, les graffitis visibles sont éphémères avec la bombe noire, et avec la bombe de peinture invisible, les graffitis invisibles sont éternels. J'opère une manipulation sur l'éclairage public. Je filtre la lumière avec une gélatine spéciale qui fait réagir l'encre invisible. Et le soir, lorsque la luminosité tombe et que les lampadaires s'allument, hop, le graffiti invisible apparaît. Lorsque les services donc, de nettoyage sont arrivés, pour effacer les tags, ils ont bien sûr effacé le tag noir, le visible est éphémère. Mais ils n'ont pas vu le graffiti invisible, puisqu'il était invisible la journée. Tant qu'ils ne le verront pas, il restera quoi. On peut parler de il est éternel. Sinon, il y a un jeu aussi qui peut être pratiqué, c'est avec une lampe UV, maintenant on peut en acheter dans les porte-clés comme ça, on peut essayer de trouver les graffitis invisibles, parce que j'en ai fait pas mal. J'ai commencé à faire du graffiti au début des années 90, à toute fin des années 80, j'ai commencé à faire mes premiers tags sur les murs de Paris. Paris était recouvert de graffitis, maintenant ils ont tous disparu, mais il y avait des graffitis partout, l'espace visuel était saturé même par les tags, c'était difficile de se faire une place. Et donc en observant ce champ comme ça visuel, je commençais à faire attention aussi au logo d'entreprise, à la manière dont les entreprises communiquaient, et je me suis un petit peu inspiré de leur façon de communiquer, puisque chaque entreprise qui fonctionne bien demande à des graphistes de leur concevoir un logotype, et j'aime beaucoup les logotypes en fait, et donc j'ai voulu créer un logotype un peu à la manière dont travaillent les entreprises, qui fasse sens avec mon nom. C'est ce nom que j'ai emprunté à un RER qui circule toujours sur la ligne numéro A. Ouais. Chaque RER a un nom identifiant de 4 lettres en fait, et il se trouve qu'un jour il y en a un qui a failli m'écraser, et donc depuis j'ai un petit peu renversé les choses, et c'est quelque chose qui m'a marqué cet événement. Donc après j'ai marqué ce nom sur les murs. Bon ça a bien fonctionné, c'est-à-dire que les gens le voyaient, tout d'un coup ils ressortaient alors on était entre les logos d'entreprise et les tags, c'était un petit peu cet entre-deux. Je me déplaçais en scooter à l'époque, en fait. J'allais travailler pas très loin, là, dans un café-théâtre qui s'appelle le Café de la Gare. Et je garais toujours mon scooter devant, Il était rempli d'autocollants. Et puis je commençais à faire attention à l'ombre du scooter, que je trouvais assez belle, Et un jour, avec une bombe de peinture métallisée, chrome, j'en ai peint le contour. Comme je revenais chaque soir à cet endroit, je mettais à chaque fois le scooter et je faisais en sorte que l'ombre vienne se nicher, se placer dans le cerclage, dans le carcan de peinture que j'avais fait. Donc j'ai commencé avec le scooter, et puis après c'était un petit peu dans les endroits comme ça que je fréquentais, à chaque fois je peignais une ombre, et donc ça se faisait des places comme ça. Puis après j'ai élargi cela au mobilier urbain parisien. De signalisation. Des bancs publics. Les poubelles. Jusqu'aux statues aussi.
So you can say on mine. Pour le pont du Carrousel, j'ai travaillé en fait d'une manière particulière parce que c'est une réalisation assez grande, la plus grande jusqu'à présent à Paris, et j'avais donc en fait fait des repères la nuit, puisqu'il s'agit des ombres portées par les réverbères, des ombres artificielles, ouais, avec une craie. J'avais fait le contour donc des ombres, donc des parapets, des 4 statues. Et j'étais revenu la journée avec les bandes de chantier, c'était un été en fait, avec les bandes de chantier, les panneaux, attention, travaux, etc. Voilà quoi, j'avais travaillé en plein après-midi, en fait devant tout le monde, devant tout le monde pendant 4 jours. J'utilise la peinture routière, donc qui est utilisée pour peindre les signes au sol généralement par les ouvriers. D'ailleurs, j'utilise également leur combinaison. Je l'ai un petit peu customisé parce que j'y ai ajouté mon logotype en fait, qui est un logotype qui est en fait également inspiré c'est un détournement des logos de prévention électrique. Là, on connaît le logo avec l'homme qui se fait un peu foudroyer comme ça. Donc là, j'ai renversé le triangle et j'y ai inséré les 4 lettres de mon nom. Donc là on a le Z, là on a le E, le V et le S. J'ai joué le jeu du mimétisme, c'est-à-dire que bon, je me suis habillé avec une combinaison jaune. Bon, elle est visible, on la voit, mais c'est justement paradoxalement ça qui fait que je me retrouve un peu à me fondre dans le code visuel urbain comme ça, parce que les gens et les forces de police aussi pensaient que j'étais en train de peindre des signes au sol, puisque je jouais avec tous les codes visuels pour qu'on puisse avoir cette impression-là. Donc, c'est-à-dire des bandes de chantier rubalistes pour délimiter ma zone de travail, la combinaison, la peinture routière et je me suis fait interpeller quand même un certain nombre de fois dans le Marais, dans le centre de Paris. Et un jour, le brigadier en chef, là, la division de nuit, je sais plus, il me dit mais bon, moi voilà, en fait, j'aime bien ce que tu fais. Je trouve ça vraiment original. Je trouve que ça me rappelle ça me rappelle les polars, le cerclage du cadavre au sol pour en conserver la trace. Et en fait, c'était parce que moi, j'aime, je m'inspire et puis je joue avec les codes du crime, de la police, les polars, etc. Donc forcément, ça lui parlait. Oui. Et je savais qu'ils n'allaient pas nous tabasser avec des bottins. Ce qui pouvait arriver à l'époque quand on peignait des trains avec des bombes aérosols. Je savais que ça allait pas prendre cette tournure-là. Ça allait pas être les coups de bottin, etc. Et c'était plutôt la mise sous scellé du pinceau, une espèce de procédure comme ça qu'il devait appliquer de toute façon. Mais alors bon, là je le faisais d'une manière illicite, mais dans le cadre de la Nuit Blanche, en fait la première édition de la Nuit Blanche, via la galerie Patricia Dorfman, en fait la mairie avait demandé si j'étais d'accord pour réactualiser des peintures que leur service de nettoyage avait malencontreusement effacées. Donc en fait en performance j'avais repeint l'ombre du pont du Carrousel, le carrefour, donc la sculpture de César et un certain nombre de mobilier comme ça, un feu rouge, une poubelle, un banc. J'ai commencé à m'intéresser aussi à la photographie dans la ville et à sa réalité, à sa force. Et donc la photographie dans la ville, elle est essentiellement publicitaire. C'est des 4x3 ou des formats beaucoup plus grands qui recouvrent les immeubles lorsqu'ils sont en chantier, les ravalements. Et j'ai eu envie de travailler dessus, de m'en servir comme d'une toile. Et j'ai commencé à opérer c'est des détournements donc j'ai commencé à produire des attaques visuelles. Donc j'allais sur ces images et avec une bombe de peinture rouge, je marquais un point rouge avec dégoulinant, avec de longues coulures comme ça.
Bon alors là il y avait ça venait un petit peu enrayer la possibilité de projection, d'identification à ces de temps en temps des géants, hein, des très grandes, c'est des icônes ou je sais pas. Je renversais un petit peu la proposition et eux en fait ils laissaient pas mon travail en place quoi. Ils le retiraient. Donc en fait j'avais peu de visibilité avec ce travail là. Quelques jours, de temps en temps une semaine, mais ils enlevaient mes peintures, ils enlevaient mes réalisations et ils venaient mettre la même chose finalement, mais avant la peinture quoi, la même chose, mais la même image quoi, reproduit à l'identique mais sans la peinture. Et ils postaient des maîtres chiens, des gardes, une espèce de protection rapprochée pour leur image, quoi, une protection rapprochée comme ça. Ce qui m'empêchait de retourner travailler quoi. Clairement il m'empêchait de travailler. Le centre Pompidou, au moment donné de l'exposition Hitchcock et l'art, là il y avait c'était une publicité en fait, une publicité pour l'exposition qui avait lieu à ce moment-là. Et donc il y avait un Hitchcock en grand sur un fond rouge, Hitchcock et l'art comme ça. Et là j'avais produit une attaque visuelle aussi. Alors je l'avais fait en plein milieu du front, une impact de une balle de quelques millimètres comme ça et avec une longue coulée rouge. Et alors ça fonctionnait bien, c'était Hitchcockien un peu. Il me semble qu'il y avait peut-être une petite réunion, ils ont pesé le pour et le contre, et finalement c'est resté toute la durée de l'exposition. Donc ça, c'était la plus longue qui a été exposée. Mais sinon, les annonceurs, les publicitaires et tout, généralement ne conservaient pas. Donc j'ai pensé à réaliser un kidnapping, c'est-à-dire un kidnapping visuel, plutôt que de l'attaquer, de tuer l'image, de la kidnapper, donc de me l'approprier réellement, concrètement, et de demander une rançon symbolique. Donc c'est ce que j'ai fait le 2 avril 2002 à 5h37 du matin sur l'Alexanderplatz à Berlin. Avec du matériel, une corde et un cutter et du sang-froid, je suis allé derrière l'image publicitaire donc de la marque de café italienne, une des plus connues, et j'ai escaladé en fait la structure des échafaudages. C'est une image assez grande, de 15 mètres sur 15, qui était sur le toit d'un immeuble. Et j'ai en fait découpé pendant 2 heures le contour, en fait j'ai cerclé quoi le corps de l'égérie de la campagne, c'était la Lavazza Girl, et je l'ai prise quoi dans mon grand sac, je l'ai emportée et donc j'ai laissé sur le haut de l'affiche marqué à la bombe rouge Visual Kidnapping Pay Now 500 000 €. Et j'ai laissé un trou. C'est approximativement le budget de la campagne publicitaire. Donc voilà, c'était ce rapport-là en tout cas. Et j'ai mis des affiches comme ça tout aux alentours de l'Alexanderplatz. Pour faire passer le message, et il est assez bien passé en fait. Il y avait eu un article dans un journal, donc il y a des gens qui venaient avec le journal pour voir un peu comme au Louvre lors du premier vol de la Joconde. Il y a plein de gens qui venaient pour voir l'absence du tableau quoi. Il y avait évidemment une grande queue, ils venaient voir son absence, et là il y avait un peu ce rapport là, on venait voir l'absence de la Lavazza Girl quoi. Elle était plus là, elle était pas très loin, parce qu'en fait j'ai fait ça dans le cadre d'une exposition qui a eu lieu à la Rebel Minds Gallery, et en fait depuis le seuil de la porte de la galerie on voyait la toile, et elle est restée 3 semaines en place cette toile, donc avec la disparition de la Lavazza Girl. Et donc le soir du vernissage, le public pouvait voir la réalisation urbaine comme ça, et à l'intérieur de la galerie voir le fil de l'action, le déroulement, donc le découpage en live quoi, et voir le film de la réalisation. Et après j'ai montré l'otage et je lui ai coupé le doigt. Je lui ai coupé le doigt, que j'ai mis dans une enveloppe
et que j'ai envoyé en Italie au directeur de Lavazza, au directeur de la compagnie. Pendant 3 ans, en fait, j'ai mené comme ça un kidnapping visuel, donc avec des déplacements de l'otage, je l'ai caché. Sa cachette principale, en fait, a été la salle Z au fin fond des catacombes à Paris. Un négociateur est entré après dans le jeu. Finalement, la compagnie a accepté de payer la rançon, ce qu'ils ne voulaient pas faire au départ. Ils ont accepté, suite à une proposition que je leur avais fait de jouer le jeu du mécénat finalement. Et donc 3 ans jour pour jour après la date d'enlèvement, donc le 2 avril dernier au Palais de Tokyo, le directeur de marketing de Lavazza France et l'attaché culturel de France en Italie ont fait de beaux discours, et puis un chèque a été remis à la direction du Palais de Tokyo, donc de 500 000 € pour organiser de belles expositions. Donc dernièrement on a vu la belle exposition de notre histoire. Elle a été donc financée via la donation de Lavazza. Les marques juteuses. J'ai commencé à Berlin avec le swoosh de Nike. Je crois que c'est à peu près le logo le plus connu au monde en fait. Et là il avait été peint sur le Nike Park. Donc une grosse virgule comme ça, et donc là la couleur était noire, donc j'utilise la même couleur que la couleur utilisée pour faire le logotype, exactement le même ton, et sauf que j'en ai des litres, et je vais sur le logo et je le fais dégouliner en fait, je le fais couler, je fais couler la marque. La télé, il faut quand même penser à manger et à boire quand on la regarde, mais pas trop manger non plus, parce qu'après on grossit, on devient très gros et on n'arrive plus à se déplacer, et on peut plus aller aux toilettes et tout. Non mais je veux dire, bon, c'est un flux continu d'images, et donc en fait elle s'arrête jamais, elle n'a pas de fin quoi, hein, même si on nous dit que c'est la fin, il y a tout de suite quelque chose d'autre qui arrive après. Il n'y a plus de fin des programmes là, hein. Donc bon,